Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur quelques pathologies d'apprentissage de réseaux de neurones profonds. La dernière fois, dans le tutoriel numéro 2, nous avons travaillé sur le dataset, la base de données annotée MNIST, donc celle-là, des chiffres manuscrits annotés. Cette fois-ci, nous allons travailler sur une base beaucoup plus complexe, la base CIFAR-10, qui ressemble plutôt à ça. Donc ce sont des photos et du coup, l'apprentissage est beaucoup plus complexe parce que déjà, les objets sont beaucoup plus complexes. Lorsqu'on a une voiture, c'est un objet en 3 dimensions. Elle peut être photographiée sous différents angles. Donc l'image sera plus complexe à lire. L'objet sera plus complexe à comprendre. On va avoir des images en couleur. Ça, c'est pas un gros problème. Par contre, on va avoir un fond qui, cette fois-ci, ne sera pas uni comme c'était le cas la dernière fois, mais comme ce sont de vraies photos, on va avoir des fonds divers et variés. Et donc, il va falloir travailler sur une intelligence artificielle beaucoup plus complexe, beaucoup plus élaborée, beaucoup plus profonde. Le réseau que nous allons utiliser est un réseau qui a eu son heure de gloire en 2014 en remportant des concours de classification d'images. Ce sont les réseaux qu'on appelle VGGNet, qui ont été développés par l'université d'Oxford, dont les deux plus connus sont le VGG16 et le VGG19. Donc aujourd'hui, on va travailler sur un réseau de ce type qui, comme vous le voyez, a un très grand nombre de couches. Alors même si on a un très bon algorithme d'apprentissage, si on ne fait rien de plus qu'ajouter des couches au réseau de la dernière fois, on va constater que ce réseau soit apprend extrêmement lentement, soit n'apprend pas du tout. Et ça a donné lieu à beaucoup de recherches et beaucoup d'articles ont été publiés sur les problèmes liés à ces réseaux de neurones très profonds. Et on va justement voir aujourd'hui deux articles, un qui a été publié en 2010 et un qui a été publié en 2015, qui nous disent pourquoi l'apprentissage ne se fait pas ou se fait extrêmement mal et nous donnent aussi quelques solutions que l'on va pouvoir tester. Bien sûr, je laisserai dans la description de la vidéo le lien vers ces deux articles. Alors, on a le premier écrit en 2010 par Xavier Gloriot et Yoshua Bengio, j'espère ne pas mal prononcer leur nom. Understanding the Difficulty of Training Deep Feed-Forward Neural Networks. Et un deuxième écrit par Sergei Yoffe et Christian Szwejedy, Batch Normalization. Ces deux articles sont très denses et je ne vais pas dans cette vidéo détailler l'ensemble des problèmes, on en verra d'autres plus tard. Aujourd'hui, on va en voir surtout trois. Alors on y voit deux termes un peu étranges, vanishing gradient, la disparition de gradient, et exploding gradient, l'explosion de gradient. Ce deuxième problème apparaît plutôt dans les réseaux récursifs que nous verrons plus tard. Pour le réseau que l'on va construire aujourd'hui, on va plutôt avoir affaire à de la disparition de gradient. Alors il faut se rappeler un peu comment marche l'algorithme d'apprentissage. On commence par faire une première prédiction, donc on fait nos calculs et les calculs vont de la couche d'entrée vers la couche de sortie, couche par couche. Une fois que ceci est fait, on calcule l'erreur, puisqu'on a affaire là à un apprentissage supervisé. On calcule notre gradient et on remonte comme ça de la sortie jusque vers l'entrée, en refaisant le gradient couche par couche. Et enfin, une fois que tous les gradients sont calculés, on peut faire toutes les corrections de poids. Ça, c'est l'algorithme d'apprentissage. Et ce que constatent les auteurs de ces articles, c'est que plus on remonte dans les couches et plus le gradient diminue jusqu'à devenir quasi nul. Et s'il n'y a plus de gradient, il n'y a plus de correction de poids. Une des pistes avancées est l'utilisation de la fonction d'activation logistique utilisée à l'époque, notre fonction sigmoïde, et la technique d'initialisation des poids qui consistait à tirer les poids d'une loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Ce qu'il constate, c'est que la variance ne cesse d'augmenter au fil des couches jusqu'à saturation de la fonction d'activation. De plus, cette fonction d'activation n'a pas une moyenne de sortie à 0, mais à 0,5. Alors la moyenne de 0,5 peut être réglée assez facilement en prenant une tangente hyperbolique qui elle n'est pas entre 0 et 1 mais entre moins 1 et 1, mais ce n'est toujours pas suffisant. Alors si on regarde notre fonction logistique, on comprend bien que lorsque les entrées dévient fortement vers dans le positif ou dans le négatif, la dérivée est quasi nulle, le gradient est quasi nul et donc notre réseau n'apprend plus.
La fonction qu'il propose d'utiliser est la fonction relu unité de rectification linéaire qui ressemble à ceci et elle a l'énorme avantage de ne pas saturer dans le positif. Cette fonction donne des résultats qui sont bien meilleurs et un certain nombre de variantes ont été proposées pour régler différents petits problèmes. Parmi ces problèmes, il arrive que certains neurones meurent, ne renvoient à un moment que des zéros et n'arrivent pas à sortir de cette situation. On parle de dying relu dans l'article. Et une autre fonction légèrement différente est proposée. C'est la fonction qu'on appelle leaky relu. Elle ressemble à ça. On a un A qui est en général très très faible, entre 0,01 et 0,2, mais très rarement au-delà. Et le problème disparaît quasiment avec cette nouvelle fonction. On peut aussi parler de la fonction elu, unité exponentielle linéaire, qui descend jusqu'à -1, ce qui permet d'avoir une moyenne de sortie de neurones plutôt proche de 0 et éviter le problème que l'on a évoqué tout à l'heure. Bien, alors je ne vais pas décrire toutes les variantes, il y en a vraiment beaucoup. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de mesurer justement l'efficacité de ces nouvelles fonctions. Donc, je vais prendre le réseau de neurones du tutoriel numéro 2 et je ne vais changer qu'une chose, la fonction d'activation. Et on va regarder tout ça sur la page GitHub qui correspond à ce tutoriel. Donc voilà les graphes d'apprentissage. Ici, c'est le réseau de neurones la dernière fois avec la fonction sigmoïde. Si j'utilise à la place une fonction tangente hyperbolique, on voit que le résultat est légèrement meilleur. Ce n'est pas encore extraordinaire, mais le résultat est un peu meilleur. Là, on est entre 25 et 30% de taux d'erreur. Ici, on est entre 15 et 20. Donc on a pas mal gagné, mais ce n'est pas encore extraordinaire. Et voilà les résultats avec la fonction relu. Donc là, ça n'a absolument rien à voir. Dès le départ, en fait, dès les premiers cycles d'apprentissage, on voit qu'on est déjà meilleur que les fonctions précédentes avec 200 cycles d'apprentissage. Donc là, les résultats sont vraiment très bons avec cette fonction. Et si on essaye d'autres variantes, leaky relu, on voit qu'on a aussi des résultats qui sont excellents. Et ça va être le cas avec, en fait, toutes les variantes de cette fonction de rectification linéaire. À la fin, je remets un petit graphe qui nous met les différentes fonctions sur le même graphique pour voir à quel point il y a de grandes différences entre ces différentes fonctions. Là, on a le graphe de la base d'entraînement. Là, on a le graphe avec la base de test. Alors, c'est cool, on a une fonction d'activation qui est largement meilleure, mais on va avoir un deuxième problème. Un problème qui est décrit plus particulièrement dans l'article de 2015 qui nous dit que au fil de l'apprentissage, la distribution sur les entrées varie et ça pose problème. Heureusement, dans l'article, on nous donne la solution et elle est relativement simple. Donc voilà notre article, il est vraiment intéressant à lire, il y a tout le détail mathématique, bien sûr, on ne va pas le lire. On va aller directement à la solution. Donc c'est une normalisation qui se fait par l'eau. Et elle est relativement simple à faire. Tout est dans ce carré. Voilà, donc ici on reconnaît une moyenne, hein, on fait la somme des éléments et on divise ça par le nombre d'éléments. Donc on récupère ici notre moyenne. Ici on a le calcul de la variance, hein, la différence à la moyenne au carré. On somme tout ça. Et donc on va normaliser. Donc on va faire notre vecteur moins notre moyenne divisé par la variance. Alors là, on a un petit epsilon qui apparaît, c'est juste pour éviter une éventuelle division par 0 si le hasard faisait que notre variance serait nulle. Une fois qu'on a fait ça, on va ajouter deux paramètres qui peuvent évoluer pendant l'entraînement, un gamma ici et un bêta. Gamma que l'on va initialiser à 1 et bêta que l'on va initialiser à 0. Il ne nous reste plus qu'à tester tout ça, notre nouvelle fonction, notre normalisation. On va déjà commencer à récupérer notre base CIFAR10 en allant sur Google. Voilà, donc CIFAR10 dataset. C'est le premier lien. Donc voilà nos images. Et on ne va pas récupérer comme d'habitude la version Python ou autre, on va récupérer Binary Version.
les fichiers bruts et on va lire tout ça avec from file comme la dernière fois. Il ne me reste plus qu'à voir à quoi ressemble notre réseau VGG16. Le voilà. Donc vous voyez, c'est un peu comme la dernière fois, sauf que le nombre de cartes de caractéristiques et le nombre de couches est bien plus élevé. Donc c'est ça qu'on va implémenter aujourd'hui. Bien, c'est parti. Donc je commence par quelques imports. Bien sûr, TensorFlow et NumPy. Ça, cet import va me permettre de faire un mélange de la base d'entraînement. Je fais toujours ça, je ne sais jamais si les données sont classées par classe dans la base d'entraînement. Donc pour éviter ça, je fais toujours un petit mélange. Je vais ensuite importer la librairie Matplotlib pour faire le graphe à la fin et CV2 comme d'habitude, OpenCV pour voir les images. Cette première fonction me sert à lire mon fichier de données, donc le fichier dans lequel j'ai des images. Ce sont des images 32 sur 32 pixels qui sont en couleur. Donc il va y avoir 3 couches, ce qui est indiqué ici. Et je vais avoir avant l'image un premier octet dans lequel je vais avoir la classe de l'image. Donc je lis mon fichier avec from file et je récupère donc un énorme tableau dans lequel j'ai toutes mes données. Le type c'est comme la base MNIST, entier sur 8 bits non signé. Donc ce que je fais, c'est que dans label, je vais mettre le premier octet qui est la classe, que je transforme comme la dernière fois avec ma fonction np.i, qui me transforme ça en vecteur. Et ensuite, tout simplement, je lis les 3 x 32 x 32 autres octets qui sont les octets qui définissent les pixels de l'image. Alors ils ne sont pas tout à fait au bon format. Moi ce que je veux c'est que la profondeur soit sur la dernière dimension. Donc juste après avoir fait mon reshape, qui est le changement de géométrie, il faut que je fasse un transpose de 1, 2, 0. Là dans ce format, dans la première dimension, j'ai les 3 valeurs des 3 couches. Moi je veux ça sur la dernière dimension. Et comme d'habitude, je divise par 255 pour n'avoir que des nombres entre 0 et 1. Dans les deux fonctions suivantes, il y a quelque chose que vous avez déjà vu, c'est juste la mise en fonction des couches de convolution que l'on a vu la dernière fois et de la couche complètement connectée, donc le classifieur qu'on met à la fin de notre réseau de neurones. Donc ça vraiment c'est ce que l'on a vu dans le tutoriel numéro 2. Et enfin, notre fonction de normalisation. Ici, je vais donner la couche à la fonction tf.nn.moments qui va me donner la moyenne et la variance. Je vais définir ensuite deux fonctions. Scale, en fait, qui est ici la valeur gamma que l'on a vue dans l'article, que je vais initialiser à 1. Et ma variable bêta, donc là est le bêta de l'article, que je vais ici initialiser à 0. Donc ce sont des tf.variables les deux. Ce qui veut dire que TensorFlow va les traiter comme des paramètres à faire évoluer. Au fil de l'apprentissage, ces deux variables vont bouger. Enfin, j'utilise une fonction batch normalization de TensorFlow à qui je donne la couche, la moyenne, la variance, mon bêta et mon gamma, et il va me faire tous les calculs de normalisation. Le nombre que vous voyez ici, c'est le fameux epsilon qui évite notre éventuelle division par 0. Donc voilà une fonction de normalisation et comme vous le voyez, c'est vraiment très simple. Donc je peux maintenant décrire mon modèle. Alors, la taille des lots est toujours 200, le nombre d'entraînements toujours 200 et le learning rate est égal à 0,01. Ici, ce sont les labels. Alors, il y a un fichier dans lequel on peut lire les labels, mais ils sont en anglais. Donc là, j'ai juste refait le tableau avec la traduction en français. Voilà. Donc quand on aura le label 0, ça sera un avion. Ensuite 1, automobile, etc., etc. Là, je vais faire appel à la fonction readCipherFile que j'ai fait tout à l'heure et remplir au fur et à mesure mes deux tableaux. Le tableau dans lequel je vais avoir les images et celui dans lequel je vais avoir les labels. Idem pour le fichier de test.
Comme la dernière fois, je vais avoir deux place orders qui sont ici. Donc la géométrie là est un tout petit peu différente. C'est pas du 28-28-1, mais 32 par 32 par 3 couches, les 3 couleurs RGB. Le place order de sortie est le même. Et là, je peux commencer à construire mon modèle. Donc je vais vraiment partir sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui ressemble à ça. Et il faut savoir que la couche de normalisation, on la met entre notre somme pondérée et la fonction d'activation. Donc là, je vais faire les calculs. Ici, je mets la fonction de normalisation et ensuite, je mets ma fonction d'activation. Donc là, c'est toute la description du modèle. Là, il n'y a rien de terrible. Il faut juste que je fasse appel aux fonctions que j'ai fait tout à l'heure. Donc il y en a pas mal. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de couches. C'est vraiment, on a vraiment affaire à un réseau profond. Pour ce qui est du reste, c'est vraiment comme la dernière fois. Le calcul d'erreur, l'entraînement, la précision, tout ça est identique. Je fais toujours des traitements par lot. Et je fais des mesures sur la base d'entraînement et sur notre base de test. Et donc tout ça, vous l'avez déjà vu. Donc on va voir les résultats de cet entraînement. Alors voilà à quoi ressemble la courbe d'erreur. Comme vous le voyez, le réseau a quasiment appris la base d'entraînement. On est à plus de 99%, donc c'est plus que bien. Et on est entre 15 et 20% sur la base de test. Alors, c'est plutôt pas mal, il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Là, il faut voir qu'on est sur une base qui n'est pas de très bonne qualité, il n'y a pas tant d'images que ça. Et le résultat est plutôt bon. On va voir la prochaine fois comment aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage avec le même réseau. On a encore pas mal de choses à voir. Mais là, le résultat, on peut considérer que par rapport au réseau qu'on a fait, le résultat est plutôt bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo va vous aider dans votre progression avec TensorFlow. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire des remarques aussi bien sur le fond que sur la forme, qu'elles soient bonnes ou mauvaises dans les commentaires. J'essaierai de prendre tout ça en compte. Bien évidemment, je mets le code à disposition et tous les graphiques sur mon GitHub, dont le lien est dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.